à toutes et à tous. Cette table ronde se fera en anglais. Si vous avez besoin de l'interprétation simultanée, le français est sur le canal 2. Je suis là pour vous parler d'évaluation des risques concernant l'intelligence artificielle, et avant d'entrer dans le cœur du sujet et la présentation des différents intervenants, j'aimerais vous situer le contexte. Clairement, nous sommes aujourd'hui entrés dans un monde où nous dépendons de plus en plus des intelligences artificielles. Et cela fait longtemps que les intelligences artificielles sont parmi nous, 30 ans, voire plus. Mais aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative qui prend le devant de la scène avec un niveau très élevé en termes de fonctionnement et en termes d'incidence sur nos vies. Et évidemment, il n'y a pas seulement l'intelligence artificielle générative, mais de manière générale, il y a des risques associés à l'IA, parce que qui dit IA dit données, les données sont associées à des risques, la création de modèles de manière à prévoir, et c'est très différent d'un programme classique, conventionnel, qu'on peut trouver en informatique, un programme de programmation informatique qui est déterministe, alors que l'IA ne l'est pas, par définition. Donc, de nombreux risques sont associés à l'intelligence artificielle. Des questions se posent en termes de sécurité. Comment évaluer les risques de plus en plus prégnants? Comment arriver à normaliser, à établir des standards pour l'intelligence artificielle? C'est de cela que nous allons traiter en 1 heure. Alors, c'est pas très long, mais on a des orateurs tout à fait compétents qui vont pouvoir nous partager leur opinion sur le sujet. Je vais laisser les différents intervenants se présenter. Je pense que vous ferez un meilleur travail que moi. Deepak, vous voulez bien commencer? Bonjour. Tout d'abord, c'est à cause de moi qu'on parle anglais aujourd'hui, donc je vous présente mes excuses. Bon, donc je ne suis pas le seul responsable, me disent mes gentils co-intervenants. Mais je vais me mettre au français, promis. Je suis Deepak Dubey, j'ai un doctorat à l'Université de Chicago, puis j'ai travaillé dans des laboratoires de recherche pendant un certain nombre d'années, plus d'années que je ne souhaite m'en souvenir. J'ai également travaillé comme membre du corps enseignant à l'Université NYU de New York à l'époque, et j'ai ensuite co-fondé ce qui est aujourd'hui Amelia, utilisé entre autres par BNP. Et aujourd'hui, je suis président de EasyNL, une plateforme d'apprentissage machine. Alors, qu'est-ce qui la distingue? La transparence, on va en parler beaucoup. C'est une subsidiaire financière de Amelia IP. Et je suis là pour entendre ce que vous avez à dire sur l'intelligence artificielle et l'influence que les intelligences artificielles ont sur la cybersécurité à l'ère de la normalisation. Hervé, c'est à moi. Alors, moi, je suis Sébastien Viau. Je viens de Storm Shield, je suis responsable produit. Peut-être que vous connaissez Storm Shield, c'est une maison d'édition européenne en cybersécurité. Évidemment, on se préoccupe d'intelligence artificielle, l'objectif étant d'améliorer la sécurité et la protection de nos produits. Mais l'IA représente en même temps un énorme défi. Utiliser l'IA comme outil, mais faire en sorte qu'elle ne devienne pas le risque numéro 1. Et c'est cela que je souhaite aborder avec vous ce matin.
Je suis Patrick Menez. J'ai fait un master aux États-Unis il y a quelques années sur les systèmes experts, la sécurité. Je suis aujourd'hui le dirigeant adjoint de la sécurité informatique chez AXA, groupe d'assurance, et moi je suis plutôt positif vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est beaucoup d'opportunités, beaucoup de propositions, mais en même temps, il faut pouvoir se défendre, il faut pouvoir mettre en place les mesures de protection appropriées pour pouvoir avoir recours à une intelligence artificielle adaptée et sécurisée. Je suis Anna, je travaille chez Bureau Veritas, qui travaille sur la certification, les inspections. Ça fait plus de 12 ans que je suis responsable de la sécurité informatique. J'ai commencé comme consultante. Je fais désormais plus de sécurité informatique pour les grands secteurs industriels et je vais vous donner la perspective de l'industrie parce que c'est un sujet très important pour nous, pour la sécurité des données industrielles. Je ne suis pas une experte d'intelligence artificielle, mais je suis une experte de cybersécurité. Et au fond, les principes sont les mêmes. Donc, c'est intéressant de rencontrer ici des gens qui connaissent mieux les intelligences artificielles que moi, mais moi, je vais pouvoir apporter mon expertise en tant que spécialiste de la cybersécurité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet à présent. Alors, je vais peut-être commencer avec Sébastien. Quels sont les risques spécifiques liés à l'intelligence artificielle? Comment les mesurer? Et dans le titre, on parlait de sécurité en français et de safety en anglais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sécurité quand on parle quelle est la différence entre la sécurité? Alors, on parle de sécurité safety. C'est le terme qui s'applique à la sécurité humaine, quand on risque de se blesser. Bon, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut être dangereuse, donc on parlera de safety, alors que security, c'est l'application de l'IA aux différents systèmes. Voilà pour la différence en anglais entre security et safety. Et la question suivante sur quid des risques associés à l'IA, comment les mesurer, comment les estimer. Je vais parler de cadre ici, d'analyse de risque. Mais avant tout, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que l'intelligence artificielle, c'est un logiciel, c'est un programme qui présente les mêmes vulnérabilités que tout autre logiciel, même s'il s'agit d'un programme plus compliqué, plus complexe, avec beaucoup plus de données, avec beaucoup plus de moteurs, de spécifications. Il faut quand même s'assurer que l'ensemble de la chaîne soit sécurisée, comme c'est le cas dans les logiciels qu'on utilise depuis longtemps. Vous aurez beaucoup entendu parler de la sécurité dans le cas des logiciels médicaux, par exemple, en termes de sécurité des données, fuite de données. Imaginez ce qui se passerait avec un grand programme d'IA et qu'est-ce qui se passerait si la vulnérabilité rendait possible le changement de la décision prise par une intelligence artificielle et que, par exemple, disons que la décision prise soit la mauvaise décision sur un système d'information. Quid d'une mauvaise réponse de la part de l'intelligence artificielle? Alors peut-être que l'attaque pourrait simplement être une erreur de l'intelligence artificielle. Si on peut forcer l'intelligence artificielle à penser qu'une grande attaque se prépare et qu'il faut désactiver les réseaux en place, si on attaque l'IA sans ransomware, peut-être qu'on pourrait faire tomber tout le réseau simplement en piégeant l'intelligence artificielle. Et piéger l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut être fait pour différents types d'attaques, des attaques sur la chaîne d'approvisionnement. Et pour moi, ça, c'est l'élément clé de l'évaluation des risques. Et comme le dit Deepak, il faut également aujourd'hui aborder la question de la transparence. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte de l'intelligence artificielle qu'on achète. Personne ne sait ce qu'il y a dans cette boîte noire. Et je ne suis même pas sûre que celui ou celle qui a conçu l'IA sache vraiment ce qu'il y a dans le big data utilisé dans cette boîte noire, utilisé pour l'apprentissage.
Vous avez dit auparavant que ce n'est pas déterministe. J'en suis pas sûre. C'est déterministe, mais c'est déterministe d'une manière qui est trop complexe pour que le cerveau humain prévoit. Mais tout programme est déterministe. On peut revenir sur cette question, mais tout programme est déterministe par essence. Oui, que pensez-vous, vous, AXA? Vous êtes une corporation multinationale. Quelle est votre perception? Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? L'année dernière, j'ai commencé à avoir des RSSI qui venaient me voir en me disant, écoutez Patrick, on lance un projet IA. Comment est-ce qu'on aide les équipes? Est-ce qu'on utilise des systèmes de sécurité récurrents, occurrents? D'où vient cette intelligence artificielle? Et quand il parle d'intelligence artificielle, il parle d'intelligence artificielle générative. Et il fallait qu'on mette en place des éléments de sécurité. Alors, les premiers messages à envoyer, et je suis d'accord avec Sébastien, ça ne vient pas de nulle part, l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on entend parler d'intelligence artificielle. Il y a eu évidemment de grandes avancées ces dernières années, mais on travaille sur les IA depuis des années. Ça continue à fonctionner sur des infrastructures qu'on connaît, en utilisant des applications et des programmes que l'on contrôle. Donc, je dirais que le cadre actuel de sécurité va continuer à s'appliquer et va pouvoir s'appliquer à la sécurisation des projets conventionnels. Mais il y a un certain nombre de voies d'attaque, il y a un certain nombre de risques spécifiques, très spécifiques à l'IA. Pensez par exemple les attaques sur la supply chain, les attaques Guardian. Donc il y a un certain nombre d'attaques, de plus en plus d'attaques, type Sleeper Rogue. Donc, oui, ces menaces existent et il faut que l'on mette en place un cadre sécuritaire pour tenir compte de ce nouveau genre d'attaque. Google a mis sur le marché un cadre sécuritaire, d'autres entreprises l'ont fait, donc je dirais qu'il y a des possibilités d'améliorer la sécurité. Et le deuxième point très important, c'est de former vos équipes. Il faut former vos équipes, il faut leur expliquer ce que sont les intelligences artificielles, leur expliquer comment l'utiliser. Alors évidemment, les équipes opérationnelles qui vont s'en servir et les équipes de sécurité. Comment gérer le nouveau cadre d'évaluation des risques, comment apporter l'aide adéquate aux services opérationnels. Et on passe beaucoup de temps chez AXA à préparer nos équipes parce qu'on voit très bien les opportunités, mais on voit aussi les risques. Vous avez parlé des risques de sécurité et ça, c'est quelque chose de très nouveau pour la plupart des professionnels de la sécurité de l'information. On n'a pas encore intégré cette donnée. Chez AXA, on a décidé de fusionner la sécurité, donc safety et security, et la résilience, de faire une équipe unique, multicasquette. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces informations qui nous arrivent. Et enfin, j'aimerais dire qu'en plus de tous ces risques et de ces cadres sécuritaires à mettre en place, il faut qu'on regarde les questions d'obédience, de concordance, de compliance avec les directives européennes en matière d'intelligence artificielle, ce qui pourrait nous arriver si on fait un usage inapproprié des intelligences artificielles, et donc il va falloir prêter attention, un niveau d'attention qu'il faut bien expliquer à nos équipes. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire dans l'Union européenne? Il y a d'autres réglementations, d'autres législations en place ailleurs dans le monde qui sont plus ou moins contraignantes et qui vont informer la manière dont on utilise l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Donc, gardez ça à l'esprit. Pour le RGPD, pour les directives européennes, il faut travailler absolument avec le département Compliance et faire en sorte que les intelligences artificielles utilisées soient utilisées de manière appropriée collectivement. Deepak, sur la base de votre expérience, la modélisation, la formation, le training des intelligences artificielles, comment mesurez-vous les risques? Qu'avez-vous à dire de complémentaire ou de différent de ce qui a été dit peut-être? Bon, ce que Sébastien et Patrick ont dit est tout à fait important. Patrick a parlé de nouveaux types d'attaques, de la prolifération des attaques. On sait tous que l'innovation va toujours plus vite du côté obscur de la force, malheureusement.
Et évidemment, je vois bien euh, les défis par rapport à la manière traditionnelle et conventionnelle de faire les choses. Alors, comment est-ce qu'on dépasse un hacker qui est toujours à l'avant-front? Quand on a trouvé quelle a été la faille de sécurité, et ça arrive tout le temps, c'est trop tard. Quand on se rend compte de la faille, c'est trop tard. Et souvent, il y a des conséquences en espèces sonnantes et trébuchantes très significatives. Est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider? Oui, mais à un coût. L'IA a un prix. Et je dirais, et je rentrerai ensuite dans le détail, je dirais pour commencer que l'intelligence artificielle a été formée, a été entraînée sur des données de base. On le sait aujourd'hui, on sait comment les pirates, on sait comment les hackers essayent de pénétrer vos systèmes. Et puis ensuite, on fait un saut dans l'inconnu, et un saut de foi, mais ce n'est pas tant un saut dans l'inconnu, mais les systèmes d'intelligence artificielle sont ensuite capables de s'auto-calibrer et d'apprendre activement grâce à l'apprentissage de transformation, à l'apprentissage de renforcement, mais l'IA est capable d'apprendre. Quand on voit ces nouvelles attaques, ces nouveaux types d'attaques, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent détecter les anomalies. Parce que comme on a une norme, on voit la déviation. Du coup, détection des anomalies. Et l'alarme est déclenchée même si vous ne les avez pas entraînés sur ce type de faille. Donc ça, c'est formidable. Mais ça a un coût, et je le dis, ce coût, c'est comment gérer une IA qui se comporte de manière quasi autonome, intelligente, s'adapte, s'autoconfigure. Et c'est là que la normalisation atteint ses limites dans les mécanismes conventionnels, traditionnels. Par exemple, les systèmes que l'on connaît. Les systèmes qu'on utilisait jusqu'à présent se fondaient sur la manière dont fonctionnent les logiciels. Ça veut dire quoi? Ou la conception des logiciels. Ça veut dire qu'on a des définitions de rôle, le leadership, la planification, les fonctions support. Et ensuite, il y a tout un ensemble de règles qui découlent de cette charte de départ avec un système de fonctionnement, avec des données fondées sur les informations, sur les données. Ensuite, des inférences sont faites à partir des différentes données. Il y a tout un fonctionnement. Il y a des règles de fonctionnement qui sont définies dans le template de ce qu'on utilise aujourd'hui. Alors, tous ces logiciels qu'on utilise aujourd'hui exigent beaucoup de temps de préparation, de planification. C'est formidable, tous ces instruments, mais il faut prendre le temps de les comprendre, de les examiner, de voir quelles sont leurs fonctions, leurs fonctionnalités. Voilà ce qu'on veut leur faire faire. Comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on fait ça avec une IA qui est en évolution permanente? Comment est-ce qu'on définit des règles ou des limites pour une IA de manière à pouvoir mettre un cadre en place? Et c'est ça le véritable défi de l'intelligence artificielle face à la normalisation. Donc, on en parlera plus, mais c'est ce que je voulais dire en préalable. Alors, vous parlez c'est vous l'expert de normalisation, Anna, chez Veritas. Alors, qu'avez-vous à dire? Alors, j'aimerais dire en quelques mots ma perception. Il y a deux risques à nos yeux. L'intelligence artificielle utilisée à des fins malveillantes, d'où la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité. Je pense qu'il y a eu 2 mois, il y a eu un incident où un robot dans une usine a tué un ouvrier. Le robot devait soulever une palette, mais a soulevé un ouvrier et l'a tué. Et ça, c'est effrayant, parce qu'aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle à des fins médicales, à des fins financières, et on n'a pas
l'habitude de se poser la question de la sécurité quand on utilise un logiciel. Alors on pense sécurité dans une usine, mais aujourd'hui les intelligences artificielles sont dans les usines. Donc il faut absolument changer notre mentalité parce que quand on parle des risques liés à l'intelligence artificielle, moi je continue à me dire c'est un logiciel avec des entrants, des intrants, des sortants, un cadre. La chose sur laquelle il faut vraiment nous concentrer, c'est l'analyse du cycle de vie de l'intelligence artificielle. Il y a la fonction entraînement et ensuite utilisation. L'entraînement va conditionner les résultats et donc les risques, selon les bases de données, selon l'entraînement. Mais pour le reste, c'est un logiciel comme tous les logiciels. Et quand on parle d'infrastructures, c'est sur les infrastructures critiques qu'il faut se pencher. Et c'est pour cela que je dis que mon expérience dans la cybersécurité, dans le secteur de l'industrie, m'aide à cadrer ce débat. Alors passons maintenant à d'éventuelles solutions. Quels critères de normalisation pourrait-on utiliser pour assurer un développement sûr et sécurisé de l'intelligence artificielle? Patrick, peut-être? Oui, et je commencerai par dire que si vous voulez mettre en place un process robuste, la première chose à mettre en place, c'est une gouvernance robuste. Mettre en place la gouvernance appropriée, les responsabilités bien distribuées. En matière d'IA, ce n'est pas un sujet de sécurité, ce n'est pas un sujet de technologie de l'information, ce n'est pas un sujet business uniquement. Aujourd'hui, c'est un sujet complexe. On a besoin que toutes les fonctions d'une entreprise travaillent ensemble de manière coordonnée, avec des rôles bien définis, des responsabilités bien définies. Évidemment, la responsabilité, c'est important. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut avec l'intelligence artificielle. Il faut mettre en place des limites, des règles. Souvent, on parle d'une liberté contrôlée par un certain nombre de limites. Et en matière d'intelligence artificielle, il faut laisser les gens développer, expérimenter. C'est un greenfield à plusieurs égards. Donc il faut laisser l'innovation suivre son cours, mais tout en posant des limites, des frontières suffisamment solides pour ne pas compromettre la sécurité des utilisateurs, qu'elle soit morale, physique. Il faut également ne pas aller trop loin, mais tout en laissant l'innovation aller de l'avant. Deuxième point, si nous voulons mettre en place un process robuste, une utilisation, il faut former les utilisateurs. L'intelligence artificielle va réagir de manière très différente selon le prompt, selon ce que vous allez lui donner à manger, en quelque sorte. Et on peut essayer de contrôler le résultat final. Il faut surtout se poser la question de ce qui rentre dans l'intelligence artificielle. Et ça, on ne peut pas le contrôler si on ne contrôle pas les gens et qu'on ne forme pas les gens qui la nourrissent. Donc, comment l'utiliser, à quelle fin? Donc, vraiment, la formation des utilisateurs est essentielle si vous voulez arriver à la meilleure utilisation potentielle de votre système. Et enfin, il faut se poser cette question. Est-ce qu'il faut viser une certification des systèmes d'intelligence artificielle sur la base de critères communs? Mais on n'y est pas encore à la certification. Mais c'est une question qui se pose. Peut-être qu'il faut se la poser au fur et à mesure que l'on avance en matière d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on procéderait à cette certification? Ça, c'est une vraie question. Deepak, vous nous avez déjà parlé de tous les problèmes potentiels. Comment arriver à des solutions? Quelles ébauches de solutions? Alors, j'aimerais connaître la réponse. Il y a des bonnes pratiques. Donc, vous voyez, vous reconnaissez le potentiel de l'IA. C'est important que l'IA reste sans entrave, sans chaîne. On a parlé de l'apprentissage actif, le fait qu'on peut détecter des anomalies, s'adapter et arrêter l'hémorragie quelque part avant que ça ne se passe. Donc, les attaques cyber sont perçues comme ça. Donc,
comment est-ce que ce monstre IA se comporte bien? Et comment vous pouvez le laisser libre pour atteindre son potentiel à plein et éviter les problèmes. Les bonnes pratiques sont liées à l'utilisation responsable de l'IA pour s'assurer que votre système IA, même s'il est laissé libre, de stopper des attaques cyber de façon efficace et économique. Vos systèmes IA se comportent d'une façon qui peut être différente de ce à quoi on s'attend. La transparence des systèmes IA est un must, est quelque chose d'obligatoire. Le système doit arrêter les attaques. J'ai détecté l'attaque, je l'ai arrêté, mais je vais aussi vous dire en plus de ça, quelles sont les signatures qui ont été utilisées, pourquoi j'ai pris cette action-là. J'ai fait ça parce que, donc, votre système doit être rendu responsable et vous pouvez toujours être sûr qu'il ne fait pas quelque chose qui est inconnu, qui pourrait causer des problèmes. Donc, c'est une façon d'utiliser les meilleures pratiques, la transparence liée au learning machine. Sébastien, en tant qu'éditeur de cybersécurité, de software de sécurité, on développe nos produits d'une façon sûre. On a une certification, des qualifications des agences de sécurité nationale et pour ça, nous assurons que nous développons d'une façon très sûre notre produit. Sur le plan administration, on a des codes très stricts, on revoit la bibliothèque avant de lancer le produit. On a beaucoup de bibliothèques, bien sûr, et ça peut être un point important et elles peuvent être compromises. Mais pour moi, c'est la base, en tout cas, pour l'intelligence artificielle. On doit on doit procéder de la même chose pour IA, mais il y a beaucoup de nouvelles choses relatives à l'IA. Par exemple, les échantillons. Pour former votre IA, il faut que vous ayez des échantillons. Et pour ça, il faut qu'on soit sûr que nos échantillons ne sont pas compromis, bien évidemment. Une petite faille va changer carrément la réponse de l'IA, alors qu'on pensait que en fait la donnée était propre. Donc c'est une attaque de la supply chain, de la chaîne d'appro peut en résulter. Donc il faut qu'on protège nos moteurs et leurs paramètres pour être sûr de la réponse de l'IA. Et pour moi, c'est là-dessus qu'on doit travailler. On doit s'assurer que nous produisions une IA sécurisée par définition. Donc, il faut s'assurer que tout soit approprié. Vous parliez du robot. On peut aussi parler de la conduite autonome, qui en fait est responsable en cas d'accident. Est-ce qu'on veut... On accepte l'erreur humaine. Est-ce qu'on va accepter l'erreur de l'IA? Quand je fais quelque chose de stupide, quand je conduis, je tue quelqu'un par accident. J'ai une assurance, je suis responsable, mais mon assurance va couvrir ça. Si demain ma voiture autonome va tuer 2 personnes, est-ce que c'est Tesla qui va être responsable? Est-ce que c'est moi? Est-ce que l'intelligence artificielle est responsable? Est-ce que le développeur de l'IA qui est responsable? Comment on va faire ça? Qui va prendre le risque et qui va couvrir ses responsabilités plus élevées? Peut-être ça va être accepté, j'en sais rien. Peut-être on peut accepter que
il y a un accident mortel qui a été causé par l'IA et je pense qu'on va finir par faire ça. Mais je pense que c'est une partie importante de la question de la normalisation et c'est bien comme ça. Hannah, vous avez votre point de vue encore une fois en tant que spécialiste de la normalisation. Quels seraient les critères pour vous? Je voudrais ajouter un peu à ce que Sébastien vient de nous dire. À la fin, tout est à voir avec la sécurité du cycle de vie, la formation des utilisateurs, le testing qui doit être fait en amont. L'IA est quelque chose de... Si on considère l'IA comme étant quelque chose de séparé, où est-ce qu'on la positionne? Il y a déjà des règles où l'IA est responsable de la sécurité pour les gens qui sont dans les voitures autonomes. Et bien sûr, ça dépend de l'utilisateur, mais en tant que développeur du produit, vous êtes aussi responsable. En fait, je pense que l'OAM devrait être le responsable, enfin, pour que tout se passe en sécurité. Dans ce cas-ci, c'est l'IA, mais les règles les lois parlent de la chaîne d'approvisionnement et de la sécurité qui doit y être liée. Donc, il faut s'attacher à comment l'intelligence artificielle est utilisée. On a des réglementations, on a des normes dans bon nombre de domaines parce que ils ont tous à voir avec la sécurité et la possibilité d'être protégés d'attaques cyber. Donc, je voudrais utiliser ça. La norme qui prend en considération la sécurité et les risques liés à la sécurité. Il faut qu'on se concentre là-dessus. Oui. Votre voiture tue quelqu'un sur la route. Bien sûr, il y aura quelqu'un qui doit être responsable de ça. Il y aura un prix à payer. Donc, la question... Est-ce qu'on peut contrôler les voitures automatiques? Comment est-ce qu'on fait ça? Imaginez que votre système d'intelligence artificielle est transparent. Et donc, elle partage ce qui se passe. Imaginons que c'est donc une voiture, un véhicule autonome. L'IA va dire, voilà pourquoi l'accident s'est passé. Peut-être que la route était glissante ou on a dû essayer d'éviter le blocage des roues. Et le résultat, c'est que le freinage n'était pas aussi efficace que normalement. Et donc, on a ces données qui sont produites par le véhicule autonome. Un expert au niveau du véhicule va vous dire ça, il va falloir que on modifie ça. Ça revient à je reviens à Sébastien. Dans vos données que vous utilisez pour la formation, pour l'utilisation d'un véhicule autonome, je vais identifier pour vous de façon chirurgicale que vous avez besoin de vérifier ce qui se passe avec le système anti-blocage des roues quand on a une surface qui est mouillée. Et ce qui conduit au malfonctionnement de votre système de freinage. Donc, vous avez une communauté d'experts qui fait partie de votre programme IA à ce moment-là. Mais ça n'est pas le cas maintenant. C'est une boîte noire pour le moment. Pourquoi ces deux personnes sont mortes? On n'en sait rien. Et donc, finalement, ces experts vont pouvoir essayer de trouver la façon de changer les données, d'éviter ce genre d'accident.
et il y aura une collaboration entre les experts et l'IA et on aura la même conduite pour la cybersécurité. C'est une suggestion. Le sujet suivant est l'innovation quelque part. Ces dernières années, on a vu l'émergence de l'intelligence artificielle générative qui doit être contrôlée, qui contrôle l'API, ChatGPT, qui contrôle leur algorithme. Donc, c'est une innovation très importante. On a un gros problème avec la normalisation, la standardisation et l'innovation. Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter les trois? Patrick, on adorerait avoir votre point de vue. Je dirais d'abord qu'il y a des limites. La loi IA pose ses limites, mais je veux continuer à élaborer sur l'image du véhicule. Et je pense que l'intelligence artificielle, quand vous créez un véhicule, c'est quelque chose qu'il faut qu'elle soit prise en considération au niveau de la sécurité de la personne et des systèmes. Si la sécurité est mise en danger ou mise à mal, les gens n'entreraient pas dans ces véhicules. Comme Sébastien l'a dit, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et l'innovation fait partie de le fait de prendre un risque limité, un risque que vous pouvez contrôler, que vous pouvez transférer à une compagnie d'assurance, par exemple. Mais l'idée, c'est d'avoir un niveau de risque juste avec la contre-mesure ou la réaction possible si je prends par exemple le problème, l'innovation, c'est l'accélérateur. Plus vous voulez aller vite, plus vous avez besoin d'avoir un frein, une pédale de frein qui soit vraiment efficace. Il faut que vous puissiez freiner au bon moment pour être sûr que vous arrêtez votre voiture au bon moment. Donc, il va falloir qu'on augmente la sécurité ou qu'on ait toujours la possibilité d'avoir un plan B pour garder le contrôle de votre environnement et de vos systèmes. Et peut-être, je veux dire que vous devez ajouter, en plus de la pédale de freinage, un airbag au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas correctement. Donc, si vous voulez l'innovation, vous devez avoir des limites et une vraie sécurité pour soutenir vos systèmes. Deepak, vous avez dit comment vous traiteriez le cas d'un accident avec un véhicule autonome. Entre l'innovation et la standardisation, comment vous voyez le lien entre ces deux choses possibles? Oui, c'est un très bon point en fait, parce que le point de vue général, c'est que quand vous normalisez, l'innovation est freinée. Quand vous standardisez les choses. Et, en fait, si vous mettez la standardisation dans vos processus d'innovation, alors vous n'aurez pas ce problème. Pensez à votre processus d'innovation en lui-même comme étant systématiquement et méthodiquement mis à plat. Si vous faites cela, alors que vous permettez l'innovation avec l'entrée des données, et je parle de l'IA, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel système basé sur les données. Les données arrivent et voilà comment on va utiliser ces données. Voici là, c'est le point sur la gouvernance dont parlait Patrick. Comment on va gérer le cadre, tout ça. Voilà comment on va analyser ces données. Ce sont les mécanismes qui vont être utilisés. Voici
toutes les limites dans lesquelles l'IA va pouvoir opérer. Tout ça appelle l'innovation parce que c'est plus facile de dire « Oh bah, je vais juste être libre ». Une grande partie de l'innovation est aussi comment je vais innover les mécanismes pour que l'IA se comporte de façon responsable. Ça demande encore plus d'innovation si vous considérez ça de ce point de vue. Donc voilà, c'est juste mon point de vue. Anna? L'idée, c'est que l'IA fasse avancer l'innovation. Donc, il ne faut pas que l'IA soit contre-productive. Et c'est important de penser à la sécurité. Donc, il faut se concentrer sur les zones où la sécurité est impactée et mettre les limites. Donc, l'IA a déjà augmenté les risques quand on parle de la santé, l'industrie et il faut qu'on ait des exigences plus strictes quant à la sécurité sur ces types d'IA qui sont utilisés dans ces domaines-là. Il faut que, si on fait ça, à ce moment-là, l'IA va pouvoir booster l'innovation parce qu'on sait que c'est sûr. Et à ce moment-là, on peut utiliser après donc l'intelligence artificielle dans des zones plus sensibles. Dans la sécurité, dans la cybersécurité, on n'est pas très pro-innovation. J'ai une IA de chiffrage. Est-ce que vous y feriez confiance? Non, vous n'utiliserez pas ce nouveau système piloté par l'IA. Vous ne lui feriez pas confiance. Il faut qu'on ait faut qu'on ait la preuve que dans le domaine de la cybersécurité, l'IA est efficace et sans faille. Il faut qu'on ait au moins quelque chose qui soit fiable. Donc pour moi, oui, on fait attention à l'innovation. Par exemple, pour nous, la détection des failles pilotées par l'IA est doublée par un autre système de protection pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose ou pour améliorer les solutions apportées. Donc, il y a un temps pour l'innovation et pour l'intégrer dans la production. Et la partie la plus générale de l'innovation dans l'IA, encore une fois, Rabelais disait « La science sans la conscience n'est que la ruine de l'âme ». On n'est pas dans ce domaine-là, mais avec l'IA générative, les enfants ne font plus leur travail scolaire à eux-mêmes, ils demandent juste à ChatGPT de le faire pour eux. Donc pour moi, la question n'est pas si on doit réguler, si on doit réglementer ou si on doit standardiser, mais c'est qu'est-ce que ça représente pour l'humanité et comment l'IA peut aider l'humanité à atteindre ses buts. Et je sais que c'est un peu peut-être utopique ce que je dis là, mais il faut penser au bien de l'humanité et de la société plutôt qu'au bien des affaires. Et donc, je suis là pour faire de l'argent, c'est différent. Pour moi, c'est le problème. Pensez à des façons innovantes de contrôler l'innovation. On peut envisager des pistes. OK. Maintenant, on va passer à la dernière partie qui est les normes. Depuis que l'IA a progressé, il y a de plus en plus de normes qui sont mises en place pour le rendre plus
pour s'assurer que c'est utilisé à bon escient et les sociétés doivent prouver l'utilisation qu'ils en font. Quelles sont les normes qui sont utilisées pour certaines technologies dans l'IA? Comment vous voyez l'évolution de ces normes, si une évolution est nécessaire pour s'assurer que oui, c'est quelque chose qui peut être contrôlé, l'IA? Est-ce que ça peut être contrôlé avec des normes ou pas? Anna, peut-être vous pouvez commencer. Oui, il y a beaucoup de normes maintenant. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'autres. Pensez à quel domaine, dans quel domaine vous allez utiliser votre IA. ISO 31, par exemple, est importante pour les véhicules. Ça parle de la sécurité des gens, sécurité du véhicule, mais c'est aussi important de combiner ça avec ISO 27K à de petits sous-éléments pour le développement de la sécurité, mais c'est pas suffisant. Vous devez être en sécurité quand vous développez votre produit et si vous voulez vendre votre produit au plan industriel, il faut que vous puissiez communiquer sur cette sécurité. C'est encore plus important dans le domaine de la santé. Des sociétés développent des softwares, des logiciels dans le domaine informatique, mais aussi il faut créer les guidances nécessaires. Quelle liste les menaces qui sont ouvertes, la sécurité n'était pas disponible dans ce domaine il y a 5 ans, mais pour que les sociétés puissent vraiment adresser le problème, il faut qu'ils listent les menaces. Et les gens ne faisaient pas du modelage des dangers. On a des menaces listées, donc, et il faut que tout cela puisse rentrer dans des directives. Je ne sais pas si nous avons besoin d'une autre norme. Les normes sont barbantes et elles coûtent cher. Oui, en tout cas, je pensais comme ça jusqu'à ce que je me suis rendu compte que les normes mettent en forme la façon dont nous utilisons les différentes technologies. Et il y a une lutte au niveau national, au niveau mondial, quant à la définition de ces normes. Et maintenant, je pense que les normes, les cadres, les lois vont modeler le futur de l'IA. Et on peut influencer quel est le cadre ou quelle est la norme ou quelle est la loi qui va définir le futur de l'IA. Sinon, on laisse les sociétés comme le GAFA et les sociétés asiatiques définir comment on va devoir utiliser l'IA dans l'avenir. Donc, quand on pense à la normalisation de l'IA, ce n'est pas une histoire de savoir si on doit le faire ou pas, mais il y a des forces qui sont en conflit pour normaliser l'IA maintenant. Donc, comment est-ce qu'on va interagir, quelles décisions on va prendre, comment on va faire une différence là-dessus? Et je pense que ça commence en connaissant quels sont les risques liés à l'IA. Et il faut qu'on comprenne ce qu'on veut faire avec l'IA en tant que industrie, mais aussi en tant que société, comment on va, en utilisant ces standards ces normes qui sont barbantes, ça va forger l'avenir de l'IA. La motivation liée à la normalisation, c'est pour que vous ayez des systèmes qui soient fiables et utilisables en toute sécurité. Il faut que vous puissiez leur faire confiance. Je
dirais que l'IA responsable qui lie la responsabilisation, la justesse, la médiation, c'est ce qui fera, ce qui nous fera faire confiance à l'IA. Peut-être c'est pas la standardisation, peut-être que c'est plus la certification ou un cachet qui va assurer que ou nous garantir que ce qu'on utilise est sécure. Et je suis d'accord avec Patrick, il faut qu'on ait nos propres experts et nos propres agences qui peuvent certifier notre solution plutôt que de faire confiance à Google et à Amazon. Oui, oui, je suis compatible avec Amazon, super. Et donc, peut-être pas la standardisation, la normalisation, mais avoir des agences externes pour rassurer la communauté quant à la sécurité de ce que nous leur proposons. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Est-ce que vous pouvez lui ramener le micro? Ils sont partis. Désolé. Mon français est un peu pauvre, donc je vais m'exprimer en anglais et j'espère que vous pourrez me suivre. Merci beaucoup pour ce que vous tous nous avez dit. J'ai vu beaucoup des problèmes que nous avons dans l'industrie pour l'utilisation de l'IA. Et ce que je vois un processus en 3 points. Je suis en faveur de l'IA et comment on peut l'utiliser d'une façon structurée, ça c'est le deuxième point, et comment est-ce qu'on peut gérer le risque. Il y a une deuxième ligne dont nous n'avons pas parlé ou dont vous n'avez pas parlé, c'est la gouvernance. Et on devrait mettre en forme ce processus. D'abord, quel genre de structure vous avez? C'est ce qu'on doit demander à nos clients. Et quelle est la place que l'IA va occuper dans la façon dont vous menez vos affaires? Donc, et c'est important ce processus parce que je pense que oui, vous avez bon pour la ligne 1 et la ligne 3, mais comment vous allez voir la façon dont va être déroulé ce processus pour l'activité et le modèle. Comment vous allez traiter l'IA? Peut-être que vous n'avez pas fait attention, peut-être que je n'étais pas claire, mais je vous ai dit que la gouvernance était la première partie du processus qui était super important. Et quand je parle de gouvernance, je pense que oui, c'est important d'en faire mention, pas seulement pour les gens, pour s'assurer que nous avons les bonnes fonctions. Bien sûr, il y a un moment où la régulation sera importante quand il y a un accident. Les accidents vont se produire et ils sont importants pour mettre en exergue les choses que nous n'avons pas bien faites et aussi pour prouver aux clients qu'une agence indépendante peut nous aider. Donc avoir la bonne gouvernance, avoir le bon cadre des activités et s'assurer que ce cadre est bien en place dans la société est de la plus grande importance pour s'assurer que nous avancions dans ce parcours. Merci. D'autres questions? Merci pour vos présentations respectives, fort intéressantes. Je travaille sur les technologies de bioprocessus, donc les sciences de la vie. J'ai une question sur la vitesse de l'intelligence artificielle. Dans les sciences de la vie, l'acronyme AI signifie ingrédient actif.
Alors, l'ingrédient actif, si vous préparez des millions de vaccins, chaque vaccin de chaque lot est différent si l'on part d'un ingrédient actif. Donc ça, c'est la différence de l'intelligence artificielle en tant qu'innovation ou en tant que produit commercial. Quand on s'éloigne de l'innovation, peut-être qu'on peut prendre des risques et qu'on ne fait plus mal. Quand ça devient un produit de consommation courante, il faut faire en sorte que votre produit soit absolument inoffensif. Je crois qu'aujourd'hui, on a des réponses sur la base de ce que vous nous dites. On sait ce qu'il faut faire. On sait comment rendre les produits issus de l'intelligence artificielle sûrs. C'est une question de vitesse. Oui, c'est une question de vitesse. Je suis tout à fait d'accord. De vitesse et être raisonnable. Peut-être ne pas lancer les vaccins trop vite sur le marché. Non, non, je dis ça comme ça. J'ai une question. Je n'ai pas assisté au début de la table ronde, alors peut-être que vous avez déjà répondu à la question que j'ai posée. Mais avec les nouveaux types d'attaques, les empoisonnements, l'évasion, il va falloir plus de temps à l'avenir pour créer des modèles, parce que les centres de données vont devoir tenir compte de la sécurité, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas. Je ne dis pas que ce n'est pas important pour eux, mais ils travaillent sur des modèles qui fonctionnent, mais pas forcément sur des modèles sécurisés. Comment éviter à l'avenir ce type d'attaque? Il va falloir plus de temps, donc modéliser va devenir plus difficile. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va prendre plus de temps d'arriver à des modèles dans l'avenir? Quand vous parlez de modèles, vous parlez de modèles supervisés d'apprentissage machine, de machine learning, oui. Oui, je pense que les pratiques vont évoluer sur la conception de ces modèles. Mais je dirais que le fait qu'on soit plus prudent par rapport aux données ne va pas nécessairement entraîner un rallongement du temps nécessaire. Au contraire, ça réduit le temps nécessaire. Parce que quand l'ingrédient de départ est mauvais, le résultat est mauvais. Et puis, on va de l'avant et plus on essaye et plus on s'embourbe, plus on essaye de faire performer le modèle et moins ça va. On essaye de raffiner, raffiner, raffiner. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour améliorer le modèle. On l'améliore un petit peu, mais pas suffisamment. Donc, il faut retourner, trouver d'autres données, peut-être collecter d'autres données. C'est sans fin. Alors que si on pouvait systématiser le processus en mettant en place des pratiques généralisées, si on peut systématiser un processus, alors à ce moment-là, on contrôle ce qui rentre. Alors évidemment, on va passer de données à des données analysées, construites, mais vous savez qu'il y a un meilleur contrôle et vous savez que les modèles seront plus performants. Donc, l'amélioration par données itératives sera toujours là, mais sans doute moins d'itérations et ça prendra moins de temps. Oui, ça a l'air très facile avec Deepak. Quand on écoute Deepak, tout est facile. Qui a déjà fait une évaluation qualité, un QA sur les logiciels? C'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile même pour des logiciels standards. Il y a un bug toutes les 1000 lignes écrites. Ça ne sera pas différent pour l'IA. Ça, c'est un point critique. Et je suis sûre qu'on aura besoin de temps
et des lignes directrices pour rendre les intelligences artificielles robustes, fiables, parce qu'on ne va pas pouvoir tester tous les cas de figure avec l'intelligence artificielle, puisque précisément, on utilise l'intelligence artificielle pour répondre à l'inattendu. Donc, on va pouvoir l'améliorer, bien sûr, mais on aura toujours besoin de l'être humain, du data scientist, du professionnel aussi. Parce que ce qu'on a appris, c'est que... Alors bien sûr, un professionnel de l'intelligence artificielle sait comment construire le moteur, etc. Mais ce qui compte, c'est que l'expert, le professionnel, l'homme de l'art va pouvoir dire, bon, vous pouvez utiliser ce dossier, n'utilisez pas ce dossier. Ça, c'est quelque chose que l'informaticien ne connaît pas. On a besoin de la contribution de celui qui sait, du professionnel. C'est lui qui va nous aider à former l'intelligence artificielle. Vous êtes d'accord? Deepak, 1 minute. Oui, ce que vous dites est vrai, mais si vous adoptez les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, encore une fois, rendre votre intelligence artificielle transparente, est-ce que vous insistez sur ce point? Cela va vous amener à faire collaborer l'informaticien et le spécialiste. Parce qu'ils parlent la même langue, ils parlent le même langage. Donc, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir vous fier à l'informaticien, au data scientist, Sébastien, en lui disant, voilà, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a cette donnée avec laquelle je ne suis pas d'accord, cette valeur avec laquelle je ne suis pas d'accord, ce paramètre. Est-ce que vous pouvez revérifier les données sur ce point? Ce qui permet d'engager toute la communauté, tous les acteurs. Merci beaucoup et merci d'applaudir nos différents intervenants. Merci à tous.